Bonjour tout le monde, je suis Carole Sautier, cofondatrice de Capsys Robotics et nous sommes pendant 45 minutes avec Romain Liébaud de Swile. Merci, bonjour à tous. On va essayer de ne pas trop chauffer la salle parce que vous avez déjà bien chaud, je pense, comme nous. Je suis hyper content d'être là. Je suis un peu impressionné de vous voir tous là. Donc je vais essayer de faire très attention à ce que je dis. Mais en tout cas, merci d'être venus. Bon, ça va, il n'est pas trop tôt, donc je pense que vous êtes déjà tous bien réveillés. Mais en tout cas, je suis hyper content d'être là avec vous. Parce qu'on a un petit problème de micro. Tu l'as allumé? Est-ce que ça marche? Non. On va faire comme ça pour le moment, merci Romain. Pour commencer, est-ce que tu peux tout simplement déjà nous présenter Swile? Yes, c'est une société française basée à Montpellier, ça c'est important, on en reparlera, qui existe depuis un peu plus de 5 ans, qui s'appelait Launcher à l'époque, quand on a commencé. Aujourd'hui, on est bientôt 700 dans la boîte, répartis entre Montpellier, Marseille, Paris et Sao Paulo. On a un bureau au Brésil. Et on a commencé sur le marché des titres restaurants, donc l'avantage préféré des salariés français. Et les Français ne savent pas forcément, mais c'est un produit inventé par les Français, comme le TGV, mais qui s'est très bien exporté un peu partout en Europe et beaucoup en Amérique latine, donc essentiellement dans les pays latins. Et vous vous demandez peut-être pourquoi le Brésil, parce qu'en fait c'est le plus gros marché mondial, tout simplement parce qu'il y a énormément d'habitants et donc d'actifs. On a commencé avec les titres restaurants, puis après on s'est assez vite développé sur d'autres avantages salariés. Et maintenant on est devenu une WorkTech. Et donc notre ambition c'est d'accompagner l'expérience des collaborateurs. On dit hire to retire, donc de leur arrivée dans l'entreprise jusqu'à leur départ pour qu'ils aient la meilleure expérience collaborateur possible. Donc on en reparlera peut-être ou pas d'ailleurs, mais ça passe par plein de choses. Donc aujourd'hui on n'est plus uniquement du titre restaurant, on fait plein d'autres choses et je vous invite à le découvrir sur notre site, mais on va peut-être en reparler. Super, merci. Bon, après cette intro ratée, on recommence. Donc on est là pour parler d'expérience utilisateur. Maintenant, Romain, toi, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle chez Swile? Comment t'en es arrivé là? Par quel parcours t'as eu pour en arriver là en quelques mots? Yes, donc j'ai rencontré Loïc, le CEO de Swile et Montpelliérain, parce que moi je suis parisien basé à Paris. Me huez pas, s'il vous plaît. Et je l'ai rencontré au tout début quand il a vendu la première entreprise qu'il a créée quand il était à l'école, Tids, qui est un beau succès francophone racheté par Altis en 2017-2018, quelque chose comme ça. Et tout de suite après, il s'est relancé à l'époque Launcher, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Il y avait un PowerPoint et déjà des fonds d'amorçage. Et moi, je sortais de 2 ans de Deliveroo, où j'avais fait le lancement de Deliveroo en France, qui était inconnu à l'époque, mais que normalement maintenant vous connaissez. Et donc j'ai commencé au tout début avec lui, et je m'occupais du marketing pendant 2 ans. Après, j'ai recruté une CMO, une directrice marketing brillante, et je suis devenu CEO. Ensuite, on a recruté un CEO brillant et je suis devenu CPO. Et là, je viens de recruter un CPO brillant, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire après. Mais il y a il y a tellement de choses à faire que je ne suis pas très inquiet. Et je dis toujours aux collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise pendant leur première semaine de démarrage, je suis le meilleur exemple de la mobilité interne chez Swile. Merci pour cette présentation. Une question, vous êtes lancé sur un secteur qui est quand même assez traditionnel, en tout cas qui était assez traditionnel. Vous l'avez révolutionné, disrupté. Comment vous y êtes pris? Quels ont été les challenges principaux que vous avez rencontrés? En fait, donc je sais qu'il y en a là, c'est un événement qui est dédié au 0 à 1, donc c'est précisément la phase qu'on a vécue où moi j'ai rencontré Loïc quand il avait une idée, et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit je suis pas du tout convaincu par ton idée, mais par contre je suis convaincu qu'on va réussir à faire un truc génial ensemble, parce qu'on avait envie de faire la même chose de la même manière, on savait pas encore exactement quoi, et souvent
c'est très fréquent. L'idée de départ et l'idée qui marche à la fin est rarement la même. Et donc, pour que ça marche, et donc ce qui nous a permis de réussir à pénétrer ce marché initialement des titres restaurants, c'est déjà qu'on n'y connaissait rien. Et donc quand on arrive sur un marché qu'on ne connaît pas, on s'autorise à tout changer, tout faire différemment. Et un des éléments qui a fait la différence, c'est que les acteurs historiques ont eu tout un cheminement. Ça existe depuis 50 ans, le titre restaurant. Et donc ils ont eu plusieurs phases, et les phases amènent à des décisions d'arbitrage, de compromis. Et donc le marché n'était pas du tout organisé en faveur des utilisateurs, mais en faveur des gens qui exploitaient les titres restaurants. Et donc une des choses qui nous a frappé quand on a commencé à regarder ce marché-là, en fait, on avait un produit initialement de click and collect. Alors à l'époque, c'était un peu, c'était un peu innovant, un peu. Maintenant, c'est beaucoup plus intégré depuis les QR codes et le Covid, etc. Et donc, c'était un système où vous commandez votre déjeuner, vous arrivez et vous le récupérez. Et le premier problème qu'on a eu, c'est que tout le monde voulait payer avec des titres restaurants. Du coup, on en dit pas de problème, on va trouver ça. Après, tout le monde veut payer avec des titres restaurants papier. Mais comment on met ça dans une appli, en fait? Et du coup, on a commencé à leur dire, c'est pas grave, vous nous donnez votre papier, on vous met de l'argent sur votre compte. Et c'était très vite un four. Et du coup, on a parlé avec tous les acteurs historiques des titres restaurants, et on s'est rendu compte qu'en fait, ils voulaient pas du tout faire évoluer leur industrie, parce que, sans rentrer dans les détails, le papier circule beaucoup moins facilement que de l'argent numérique. Et donc, ils pouvaient gagner beaucoup d'argent du fait que les gens perdaient le papier, gardaient le papier, et faire travailler l'argent, etc. Le taux d'intérêt était un peu plus intéressant à l'époque. Et donc, ils n'avaient aucune raison, en fait, de changer cette industrie. Donc, nous, avec notre naïveté et nos réflexes d'entrepreneurs, on s'est dit, bah, en fait, on ne comprend pas pourquoi ça marche comme ça, il faut y aller. Et souvent, alors je ne l'ai pas dit en intro, je fais souvent les choses à l'envers. Je suis aussi business angel depuis un peu plus d'1 an, donc j'accompagne aussi beaucoup de startups. On va pas avoir de session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à venir me voir après. Maintenant, vous connaissez ma tête. Donc n'hésitez pas. Et si vous êtes timide, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon mail perso, c'est romainlibaud@gmail.com. Mon mail pro, c'est romain@swile.co. Vous pouvez venir me voir. Voilà, je serais ravi de vous aider. Du coup, j'ai perdu le fil. Dans tous les conseils, dans tous les conseils que je donne aux gens, ou quand je regarde des dossiers, souvent quand on se dit, ça semble tellement évident qu'on est surpris que personne ne l'ait fait avant, bah souvent c'est un bon point de repère. Et c'est pas parce que ça n'existe pas, alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été inventées, que c'est pas une bonne idée, qu'il faut pas le tester, etc. Et cette histoire qui a commencé avec les titres restaurants, maintenant elle paraît tellement évidente, et elle nous paraissait tellement évidente quand on a commencé, que encore aujourd'hui, je me demande pourquoi personne ne l'a fait avant. Et donc quand vous avez cette question, bah, c'est important de l'explorer et d'aller au bout. C'est pas une réponse absolue, mais c'est un bon indicateur en général. Super. Une question, c'est quand on voit vos produits, que ce soit la Swile Card ou l'app, on a vraiment le sentiment que en fait, votre centre, votre fondation, c'est l'expérience utilisateur. Mais en fait, c'est peut-être devenu votre centre. Est-ce que c'est quelque chose qui était au démarrage dans votre vision? Est-ce que vous êtes dit, c'est le titre du call, hein, l'expérience utilisateur au service du développement de sa startup? Est-ce que vous aviez cette conviction-là? Ou est-ce que c'est finalement en marchant que vous vous êtes dit, bah, l'UX en fait peut nous servir à être un levier formidable, voire même c'est indispensable. Enfin, je sais pas, comment vous avez positionné cette vision UX? Quand on s'est rencontré la première fois avec Loïc, c'était pas vraiment un entretien, on est allé boire un coup et on a discuté de son, parce qu'il voulait pas du tout m'avoir à ses côtés au début. C'était plus au moment, comme à l'époque il voulait monter une food tech et moi j'étais chez Deliveroo. On s'est dit bon, ça va être intéressant de se rencontrer quoi qu'il arrive. Et en fait c'est là qu'on s'est tout de suite rendu compte qu'en fait on avait exactement les mêmes référentiels et on a exactement le même âge, et donc on vient aussi, je pense, d'une génération où il y a vraiment eu un shift
sur la qualité des expériences utilisateurs qui peuvent être proposées depuis l'App Store, depuis l'arrivée de plein de technologies qui rendent l'expérience utilisateur beaucoup plus agréable. Et je me souviens très bien, on avait tous les deux en benchmark, à l'époque Capitaine Train, qui est maintenant Trendline, et on se disait, voilà, c'est vraiment ça le niveau d'exigence pour l'expérience utilisateur qu'on veut proposer. Et l'expérience utilisateur, c'est pas que une UX dans une application qui marche bien, des jolies couleurs, une app qui est intuitive, c'est aussi l'expérience utilisateur de bout en bout. Et Capitaine Train était très réputé à l'époque pour son service client aussi, avec Jonathan qui a écrit un bouquin, etc., et qui est un bouquin qu'on donne, enfin, qu'on offre à chaque nouvelle personne qu'on recrute dans le service client. Donc on avait déjà cette volonté dès le départ. La particularité, c'est que ça met quand même la barre assez haute en termes d'exigence, donc on n'est jamais totalement satisfait de notre expérience utilisateur. Et régulièrement, il y a des gens qui, que ce soit Loïc ou moi, nous envoient des messages sur LinkedIn pour dire ah j'ai fait ça, c'était vraiment pas ouf. Et moi ça me fait mal au cœur. Et donc c'est pas un truc que je me dis allez hop je l'envoie au service client puis ils vont se débrouiller avec lui. Donc après on fait vraiment aucun compromis là-dessus. C'est jamais parfait parce que on grossit vite et donc on a du mal à être sur tous les fronts. Et le deuxième point, c'est que on est arrivé dans une industrie où il n'y avait pas de disrupteurs et pas de start-up. Et donc proposer une approche qui soit pas, je vais essayer de ne pas faire d'anglicisme, centrée sur les revenus centric, mais centrée sur l'utilisateur, changer totalement le paradigme de l'approche du marché. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour tous les utilisateurs, même on n'a pas inventé la carte i300, ça existait déjà. En fait, tous les gens à qui on parlait, ils étaient contents dans l'absolu d'avoir des titres restaurants, mais l'expérience n'était pas bonne. Et ils avaient un niveau d'attente très très faible. Et donc on a tout de suite identifié qu'il y avait une belle opportunité pour créer un élément différenciateur sur l'expérience utilisateur. Parce que pour eux, avoir un titre restaurant de l'entreprise A, B ou C, dont ils connaissaient même pas le nom, c'était bonnet blanc, blanc bonnet. Tant qu'ils avaient le titre restaurant, ils étaient contents. Et donc pour nous, c'était un vrai atout. Donc je dirais plutôt que c'est un truc qui est ancré depuis le début. Maintenant, est-ce qu'on a été parfait dès le début? Non. Est-ce qu'on est parfait aujourd'hui? Non. C'est un sujet d'amélioration continue et de toujours repousser les limites de ce qu'on voudrait. Alors une question, c'est que vous avez, et nous on est dans le même cas, des utilisateurs qui ne sont pas vos clients, des clients qui ne sont pas vos utilisateurs. L'expérience utilisateur et un utilisateur satisfait, c'est super, c'est fondamental, j'en suis convaincue. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que tu vas réussir à convaincre ton prospect à devenir client ou à garder ton client une fois qu'il est devenu client. Comment est-ce que vous gérez cette nécessaire double casquette? Il faut satisfaire à la fois votre client, qui sont des sociétés, des entreprises, et à la fois l'utilisateur. Comment est-ce que vous réussissez et comment vous gérez cet équilibre? Déjà, c'est pas facile. En fait, je vous disais, on est 700, on est une entreprise largement financée par des capitaux risques. Et donc, on est très attendu sur la croissance. Donc, tous les jours, on se pose la question de comment on va grossir. Et donc, il y a cette ambivalence entre l'utilisateur satisfait, qui n'est effectivement pas notre client, donc qui va avoir peu d'influence sur notre croissance et nos revenus, et notre client, qui est un RH, un dirigeant d'entreprise. Donc on est dans un monde B2B2C, avec un client qui est un corporate, une entreprise, et un utilisateur qui est un consumer. Le consumer, il a le même niveau d'attente que quand il va utiliser sa banque en ligne, ou WhatsApp, ou n'importe quelle appli qui marche très bien. Donc avec un prisme qui est vraiment très différent de celui d'un corporate qui va plutôt être dans une approche de décision d'achat très rationnelle, de quelle est la valeur que je vais avoir, qui est souvent plus j'ai de fonctionnalités, mieux c'est, pour le prix qui doit être le moins cher possible. Ce qui n'est pas du tout le prisme
du collaborateur. Et donc on se retrouve dans un entre-deux où on doit ménager la chèvre et le chou, avec d'un côté des commerciaux qui nous disent il faut rajouter telle features. Et après, on a des utilisateurs qui ont vraisemblablement pas du tout besoin de ça. Et donc, il faut les objectifs jongler ne sont entre pas les deux. forcément alignés entre l'utilisateur et le client. Et donc, bon, déjà, il y a un gros travail de pédagogie. Sur les 700 personnes, grossièrement, il y a quasiment un tiers de commerciaux. Donc, je vous laisse imaginer tous les jours des commerciaux qui viennent demander quand est-ce qu'on a ci, quand est-ce qu'on a ça, j'ai un client qui veut ci, une intégration avec ça, etc. Donc, ça met un peu quand même une pression latente sur. Donc, ça, il y a un gros travail déjà de pédagogie. Et il y a un risque, et on a franchi un peu cette ligne de devenir, en particulier dans l'équipe produit, vous devez imaginer que je traduis dans ma tête l'anglais et le français, une usine à fonctionnalité, feature factory, parce qu'en fait c'est assez facile de dire vous voulez ça, hop on le fait, et surtout en fait il y a un terrain qui est assez dangereux dans notre contexte, qui est de dire finalement un client B2B dans son processus d'achat, il veut 100 fonctionnalités, 30, 200, peu importe. Mais en fait, il fait même pas attention s'il va vraiment les utiliser. Il veut juste le max de trucs pour le moins cher possible. Et donc, du coup, on se retrouve à développer vraiment des kilos et des kilos de fonctionnalités, alors que derrière, elles ne sont pas utilisées. Ce qui est pas pas du tout viable derrière à maintenir et à faire grossir, parce que ça ajoute, quoi qu'il arrive, beaucoup de complexité dans le produit, parce qu'on ne peut pas empiler à l'infini des fonctionnalités. Et donc il y a un vrai effort de pédagogie à faire avec les commerciaux, non seulement pour que eux jouent déjà ce rôle de filtre, mais aussi pour leur expliquer que souvent le client demande quelque chose sans lui avoir nécessairement un cheminement qui est le bon ou suffisant. Donc l'idée c'est pas non plus de donner des leçons à nos clients sur non ça c'est bon vous n'en avez pas besoin, mais être sûr de comprendre d'où ça vient et de remonter jusqu'à la racine de son besoin et être sûr qu'on apporte la meilleure solution. Donc on fait un gros travail de pédagogie là-dessus. Et après, le deuxième axe, c'est que on essaye de totalement renverser le paradigme entre l'entreprise et l'employé. Historiquement, dans notre marché, c'est un marché pas d'équipement, donc beaucoup d'entreprises ont déjà des titres restaurants, mais plutôt un marché de remplacement. Donc le processus d'achat, c'est je change pour avoir quelque chose de mieux et moins cher. Et on est sur un acte d'achat où on coche des cases. C'est j'ai pas, ça marche pas, c'est assez basique. Nous, on pense que... Enfin, on a voulu aller un peu plus loin. C'est quelque chose que les entreprises mettent en place pour leurs employés. Donc il faut que ce soit les employés qui puissent le choisir ou le demander. Et donc on a beaucoup agi sur la désirabilité de notre produit et de notre marque vis-à-vis des employés pour qu'on soit plutôt dans une approche du bas vers le haut, ça sonne mieux en anglais, que du haut vers le bas. Et donc aujourd'hui, on a plein de TRH qui nous appellent et qui me disent mes employés me tannent pour avoir des cartes Swile, expliquez-moi ce que c'est Swile. Et donc c'est plus facile quand on arrive à être dans cette dynamique de dire ok, ben on va faire en sorte que ce soit les utilisateurs, les collaborateurs d'entreprise qui soient contents et qui demandent Swile. Et après on n'a pas besoin de faire des listes à la Prévert de fonctionnalités dans le produit. Comment est-ce que vous vous organisez en interne et comment est-ce qu'il y a une évolution dans cette structuration justement, est-ce que c'est le marketing qui va faire de la conception produit? Tu parles du service produit. Je crois que tu m'avais dit que pendant 4 ans, il n'y avait pas de service produit. Comment vous êtes structuré? 4 ans. Pendant 4 ans, ouais, c'est ça. Donc, comment vous êtes structuré? Qui faisait quoi? Qui fait quoi aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en rentrant dans le concret, un petit peu comment vous vous êtes organisé? Parce que vous avez différents enjeux au final pour avoir quelque chose d'homogène, avoir un bateau qui va dans la même direction, malgré le fait qu'il y ait des objectifs pas forcément les mêmes en fonction de vos clients, de vos utilisateurs, Yes. etc.
Bon, déjà, aujourd'hui, on n'a pas quelque chose de totalement homogène dans les coulisses. Donc, on travaille beaucoup sur construire, consolider, construire, consolider. C'est vraiment un processus itératif continu. Et effectivement, on n'a pas eu d'équipe produit du tout pendant les 4 premières années. Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est déjà Loïc, notre CEO, a une appétence produit très forte. Donc il est resté hands-on très longtemps sur le produit, jusqu'à ce que ça devienne compliqué et qu'on se dise c'est le bon moment pour créer une équipe produit. Donc c'est là que j'ai commencé à créer l'équipe produit et on l'a articulé plutôt comme une équipe d'opération produit plutôt que de product management traditionnel. Jusqu'à aujourd'hui où là, ça y est, on sent qu'il y a une bonne maturité pour créer une équipe produit. Et c'est aussi lié au fait qu'on voulait dès le début avoir une équipe d'ingénieurs qui travaillent directement avec des designers sans avoir un intermédiaire ou quelqu'un qui prend la responsabilité du produit à leur place. Donc on est organisé en équipe par fonctionnalité, en feature team, avec un lead engineering et qui travaille directement avec des product designers. Donc ça, c'était notre modèle historique. C'est très très bien pour avoir beaucoup de vélocité et avoir des développeurs, des ingénieurs qui sont très mobilisés sur la qualité du produit qu'ils mettent en production. Puisqu'ils font leurs propres tests, leurs propres itérations, leurs propres roadmaps, etc. Et donc ça marchait très longtemps. Le moment où ça commençait à être compliqué, c'est quand on a eu beaucoup de sujets de transversalité. Donc quand on est monoproduit et qu'on n'avait que des titres récents, c'était relativement vertical, c'était OK. Et après, quand on a commencé à avoir beaucoup d'horizontalité et qu'il fallait gérer les interdépendances et le démarrage d'une forme de territorialité entre les équipes, là, ça a commencé à devenir très compliqué. Et là, on a vraiment vu la valeur d'avoir des gens en amont qui peuvent déjà identifier toutes ces frictions et jouer le rôle de facilitateur. Et ça a aussi été lié à des challenges qui sont arrivés avec la croissance. Aujourd'hui, entre la France et le Brésil, on gère un tout petit peu moins de 800 000 utilisateurs qui ont des cartes Swile. Et on est de plus en plus exposé. Donc ça amène deux challenges. La mise à l'échelle, la scalabilité de l'infrastructure technologiquement. Il y a des dizaines de milliers de transactions qui peuvent arriver dans la même seconde, parce que les gens déjeunent, à part le fuseau horaire du Brésil, mais déjeunent plutôt au même moment. Et des enjeux de sécurité. Donc plus on est visible, plus on est exposé, plus il y a des gens qui veulent nous voler de l'argent. Donc ça, c'est des problèmes qu'on n'a pas au début. Et de toute façon, au début, il n'y a pas beaucoup d'argent qui transite, donc c'est pas grave, la sécurité, ça peut être mis au second plan. Mais à notre niveau, maintenant, on peut plus. Donc, chaque fois qu'on développe des nouvelles fonctionnalités ou qu'on fait des améliorations, il faut systématiquement qu'on prenne en compte est-ce que ça va supporter la charge et est-ce que ça va créer des failles de sécurité ou pas. Ce qui fait que l'équipe des ingénieurs et des développeurs doit adapter sa priorisation et peut moins se poser la question de la qualité du produit. Et c'est pour ça qu'on a décidé de renforcer seulement maintenant avec une équipe de produits. Pour être honnête, je pense qu'on aurait dû le faire un tout petit peu plus tôt. Mais je pense que c'est mieux d'être réactif que de suranticiper. Je crois que dans ce que j'entends aussi de ce que tu dis, je vois une valeur de marque très forte qui finalement se transforme par la sollicitation des utilisateurs eux-mêmes qui vont demander à bénéficier du produit. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est un choix que vous faites de mettre la marque, Ouais. une marque forte? Tout à fait. On a commencé avec Launcher, qui était pour 50% de nos clients imprononçables. Ils nous appelaient Fluncher ou tout un tas de noms tordus. Et on a décidé assez vite de sortir du titre restaurant, donc on a décidé de changer de nom. Depuis le début, en fait, on s'est rendu compte, j'en parlais tout à l'heure, qu'il n'y avait aucune préférence de marque dans l'industrie des titres restaurants. Et que les gens avaient des titres restaurants, mais ne savaient pas d'où ça venait, qui les fabriquait, qui était l'entreprise derrière. Et ça nous a marqué au tout début. Ils nous disaient c'est la carte avec. Et ils décrivaient ce qu'il y avait sur la carte.
la carte jaune, la carte bleue, la carte rouge, mais ils ne savaient pas beaucoup plus ce qu'il y avait derrière. Et donc du coup on s'est dit assez vite, il y a une vraie opportunité d'avoir un différenciateur avec une marque beaucoup plus forte qui crée l'adhésion et qui contribue à l'acte d'achat de l'entreprise. Comme on voulait beaucoup pousser par les employés, on voulait vraiment qu'ils soient fiers d'avoir cette carte Swile et que ça soit aussi un marqueur du fait que l'entreprise fait des choix avec beaucoup d'attention pour prendre soin de ses collaborateurs. C'est pas juste des titres restants. Et donc, et c'est pour ça aussi qu'on a recruté Anne-Carole, la CMO à l'époque qui m'a remplacé, parce qu'elle venait beaucoup plus d'une industrie du consumer, là où on crée des belles marques, que d'une industrie B2B. Alors ça a changé, on a plein, notamment dans les boîtes françaises, de belles marques. Aircall par exemple, qui est plutôt d'une industrie assez chiante de téléphonie, a créé une très belle marque. Et donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et sur lequel on a beaucoup investi. Et on a vraiment scindé l'organisation de la marque. Donc c'est un pôle dédié, totalement indépendant sur toutes les activations de marque. On a fait tout le rebranding de Launcher à Swile. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'on s'appelait Launcher avant. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça nul comme nom quand on a changé. Maintenant, tout le monde l'a intégré et on commence, même en dehors des startups, à avoir une bonne notoriété dans notre industrie. Donc, pour ceux qui commencent, la marque, ça ne doit pas du tout être une priorité. Il y a d'autres choses à faire avant. Mais je pense que c'est important de se poser la question à quel moment on peut vraiment accélérer le business avec la marque, parce que c'est vraiment un accélérateur de business. Une question par rapport à ça, comment est-ce que vous avez fait pour rester lisible? Parce que tu l'as dit, ticket restaurant, on peut imaginer certains services qui sont assez proches, mais finalement maintenant vous ajoutez des fonctionnalités qui sont effectivement plus sur le bien-être au travail, de manière plus globale, des questionnaires de ressenti, de comment je me sens dans la société, dans le service commercial ou etc., qui sont donc de la remontée de données pour les RH. Comment est-ce que vous faites pour conserver une cohérence d'ensemble, rester lisible, parce que j'imagine que vous êtes assez facilement réduit, enfin pas réduit, mais c'est la carte ticket restaurant, alors qu'en fait vous faites des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus riches. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Encore aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres, mais je dirais que 90% des gens pensent que Swile c'est une carte titre restaurant. Et c'est aussi la majorité de nos clients. Ce qui s'est passé en fait, c'est que, et je pense que c'est assez représentatif des startups, c'est que quand on commence, on est dans une approche assez fonctionnelle de la proposition de valeur. Vous avez une problématique, j'ai une solution, un problème, une fonctionnalité. On ne va pas vendre quelque chose on n'est pas encore au stade de Steve Jobs où on va vendre une promesse, une émotion, un accomplissement avec ça. Donc on a démarré, vous avez des titres restaurants, on a des titres restaurants en mieux. Et puis après on a été un peu... Loïc et moi, vous mettez deux entrepreneurs dans la même pièce, ça part vite en ouais, on va faire ci, après on va faire ça. En fait, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis après, on s'est réveillé, on dit, en fait, quand on va chez les clients, les commerciaux ils disent, on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec une offre qui devenait très peu lisible. Et moi, ça m'a toujours interpellé quand je devais, c'est encore aujourd'hui mon référentiel, je dis si on n'arrive pas à expliquer ce que fait Swile en une phrase en soirée et que c'est pas clair ou que ça donne pas envie, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne articulation de pitcher notre offre. Et pendant très longtemps, on a dit et continue à dire c'est une carte titre restaurant parce que c'était le plus simple. Donc là, depuis pas très longtemps, on a beaucoup travaillé sur notre positionnement de produit pour dézoomer et avoir une proposition de valeur beaucoup plus forte. C'est en construction, donc c'est pas encore du tout établi. Donc c'est pour ça que maintenant on se présente plus comme une work-tech. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon pitch du début. De l'expérience employée, de quelque chose de beaucoup plus englobant. Maintenant, dans l'absolu, je ne considère pas que ce soit un problème.
parce que notre go-to-market, notre manière d'adresser le marché, elle est quand même d'abord par le titre restaurant. Et donc aujourd'hui, on est très à l'aise à l'idée de se dire on a un positionnement dans la tête des gens qui est sur le titre restaurant parce que du coup on crée un réflexe et les gens viennent nous voir pour ça. Et après on sait raconter l'histoire. Et là on raconte une vraie histoire, on raconte pas si vous voulez ça, on a ça aussi, puis on fait ça aussi. On peut vraiment raconter une histoire dans laquelle ils se projettent et ils ont envie de construire quelque chose avec nous. Parce que c'est un contexte très particulier de marché très mature et que on peut faire ça. Mais il y a tout un tas d'autres circonstances de marché où il aurait fallu qu'on renverse totalement notre positionnement pour que les gens arrêtent de nous percevoir comme un acteur du restaurant et quelque chose d'autre. Mais là, on peut se permettre d'être dans quelque chose qui va être plus progressif parce que aujourd'hui, tout le monde a besoin de titres restaurants. Donc on ne veut pas non plus dire aux gens non mais les titres restaurants, oubliez, maintenant on fait ça, parce que ça serait aussi très pénalisant pour le business. Ok. Est-ce que vous avez des entreprises très différentes comme clients dans des pays très différents, donc des cultures très différentes aussi? Est-ce que vous identifiez des grosses différences ou est-ce que c'est assez homogène d'utilisation de vos outils en fonction de la culture de l'entreprise? Oui. Bon, notre plus gros client, c'est Carrefour. Carrefour, c'est une entreprise qui représente bien la population française, puisqu'il y a dans toutes les villes, il y a un siège, il y a des employés de magasins, des grands salaires, des petits salaires, donc c'est assez hétérogène. Ça amène énormément de challenges technologiques, puisqu'il y a des employés qui n'ont pas d'ordinateur, pas d'adresse email, et parfois même pas de smartphone. Donc ils appellent leur manager ou le DRH pour leur demander c'est quoi le solde de ma carte. Donc ça crée des challenges qu'on n'avait pas forcément identifiés au début. Et après, effectivement, bon, il y a nécessairement les différences de culture, beaucoup moins que ce que j'imaginais entre la France et le Brésil, parce que ça reste des pays latins. Donc il y a quand même évidemment des variations, mais je nous vois vraiment comme des cousins. Par contre, après, effectivement, d'une entreprise à une autre, ils ont une utilisation, une approche vis-à-vis de leur politique d'avantage salarié qui est totalement différente. Nous, on essaye de plus en plus de jouer un rôle par rapport à notre mission d'entreprise, de faire tendre la pratique des entreprises vers ce en quoi on croit, ce qu'on s'applique à nous et ce qu'on aimerait que toutes les entreprises fassent. Donc notre mission, c'est de contribuer à rendre le monde du travail plus épanouissant en tant qu'entreprise. On a démarré très modestement avec les titres restaurants, mais notre positionnement WorkTech va nous emmener beaucoup plus loin. On a par exemple notamment une fonctionnalité dans l'application qui permet aux dirigeants, aux DRH, d'envoyer des sondages au sein d'entreprises pour savoir si les employés se sentent bien ou leur poser tout un tas de questions. Donc vulgairement, vous imaginez, c'est un peu plus compliqué, un Google Form embarqué dans l'application Swile. Il y a beaucoup d'entreprises, ça peut être anonyme, pour justement que les collaborateurs puissent se sentir libres s'ils avaient peur de représailles ou des difficultés avec leur manager, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises où ils nous disent ouais c'est génial, on va le mettre en place. Puis ensuite ça arrive à la direction. Et la direction on dit mais jamais de la vie, on ne peut pas leur demander leur avis de manière anonyme, comment on va faire ensuite ou qui se posent pas cette question mais qui reçoivent des réponses mais qui savent pas quoi en faire. Ils disent comment on fait et donc on sent qu'il y a quand même dans l'absolu un shift qui est en train de s'opérer et parce que le paradigme de la relation employeur et employé a totalement shifté sur les trois dernières années. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout prêtes. Donc, littéralement hier, j'ai entendu ça et je l'entends quand même assez souvent, des entreprises qui disent on a cédé
on a mis en place Swile. Mais quand ils disent ça, c'est pas parce qu'ils avaient autre chose, c'est parce qu'ils avaient rien. Et ils disent, et moi je regrette qu'ils ne soient pas contents de pouvoir faire ça pour leurs employés. Et que ce soit plutôt dans un prisme où ils disent, j'ai fait une concession, j'ai lâché un truc que je voulais pas faire. Voilà, donc je pense que les mentalités évoluent, etc. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce point de vue-là, comme sur le télétravail, etc. Ouais, le chemin est en route, mais effectivement, il y a encore du chemin. Quels seraient pour toi je ne sais pas dans quel sens le tourner, les conseils à apporter à nous qui sommes des startups, enfin, en tout cas on est plusieurs ici, avec pas tout à fait le même niveau de maturité, pas encore, ou les pièges, voilà, on peut le tourner dans un sens ou dans l'autre, les pièges à éviter. Est-ce que tu as des retours d'expérience, de choses concrètes que tu vois? Ouais, plein. Déjà, on en parlait tout à l'heure avec Carole, faites attention aux conseils qu'on vous donne. Je vous dis ça comme premier conseil. Il n'y a rien qui s'applique systématiquement à tous les cas de figure. Quand quelqu'un vous donne un conseil, même s'il l'a déjà fait, la valeur que ça a, c'est de mettre en lumière une question qu'il faut que vous vous posiez et de se dire, ok, comment l'expérience ou le conseil qu'on me partage doit alimenter ma réflexion. Est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose, qu'il ne faudra pas que j'essaie autre chose. Mais néanmoins, c'est quand même fondamental d'écouter et de se nourrir des expériences des autres. Et ce que je peux vous partager de chez Swile, et je m'en suis rendu compte plusieurs fois, mais particulièrement récemment, ça arrive très souvent qu'on pense savoir, mais en fait on ne sait pas. Typiquement chez nous, chez Swile, on se dit souvent, ça sert à rien qu'on demande aux utilisateurs, on sait déjà ce qu'ils vont nous dire. Faut pas faire ça. Et on s'est un peu auto-convaincu qu'on savait ce qu'il fallait faire. C'est sans doute vrai dans plein de cas, mais c'est aussi faux dans d'autres cas. Et donc on perd énormément de temps. Et du coup, on a refait beaucoup plus d'interviews avec des utilisateurs qu'on avait vraiment arrêté de faire. On a peut-être eu un excès de confiance ou on s'est dit c'est bon, on sait tout faire, on est dans la tête de nos utilisateurs, mais ça n'aimera jamais. Donc on a eu cette phase. Et beaucoup plus tôt, un des gros challenges, on avait déjà été confronté à ça avec Loïc par le passé, donc on a moins eu de problème. Mais c'est fondamental de bien différencier ce que les gens disent, ce que les gens pensent et ce que les gens font. Et on a eu plein d'expériences chez Swile, notamment une qui m'a vraiment agacé. C'est qu'on disait aux gens, on avait une fonctionnalité, quand on faisait la fonctionnalité pour commander, on a fait en parallèle les titres restaurants, mais on a continué à faire ça. Et on l'a fait évoluer vers une logique de groupe pour que les gens puissent plus facilement déjeuner ensemble. Et on disait aux gens, dites-nous, quand on allait dans une entreprise, dites-nous où vous déjeunez pour qu'on mette ces restaurants sur la plateforme. Et en fait, ils nous disaient où ils aimeraient déjeuner, mais pas du tout où ils allaient déjeuner. Et donc ils mettaient des restaurants hyper fancy, alors qu'en vrai ils allaient déjeuner au McDo, au bar à salade. Et donc en fait nous on a juste écouté ce qu'ils voulaient, on a fait et on a juste perdu du temps. Et donc plus généralement, si vous voulez vraiment aller au maximum de la valeur que vous pouvez apporter à l'utilisateur, il faut qu'en fait ça soit quelque chose potentiellement qu'il n'a même pas réalisé lui-même en fait. La facilité, c'est de dire tu veux ça, je fais ça. La réalité, ce qu'il faut réussir à faire, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, de quelle manière il le fait, et est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de le faire, et est-ce qu'il en a vraiment besoin, est-ce que son problème il n'est pas ailleurs, est-ce qu'il n'est pas plus profond. Et si on revient à la conversation de tout à l'heure, et c'est aussi une des raisons, mais c'est pas justifié, pour laquelle on est tombé dans ce piège dont je parlais juste avant, c'est qu'en fait on a très vite utilisé les intermédiaires qui étaient les commerciaux ou le service client pour nous dire ce que les utilisateurs et les clients demandaient. Et du coup c'est très facile en fait quand on le reçoit de dire ok ça on va faire ça, ça on va faire ça, et pas de remonter toute la chaîne pour être sûr qu'on comprend bien.
quelle est la racine du problème. Donc ça, je pense que c'est... et je dis souvent aux équipes, et ils se moquent de moi à cause de ça, il y a une citation connue d'Henry Ford qui disait que s'il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, il aurait rajouté des chevaux, il n'aurait pas créé la voiture. Parce que les consommateurs ne sont pas entrepreneurs, ne sont pas start-upers, ne sont pas dans une équipe produit. Et c'est difficile aussi d'imaginer un truc qui n'existe pas. Enfin, exactement. On n'a pas forcément conscience ce genre de besoin. Je vois l'heure qui tourne. Peut-être une dernière question qui n'a rien à voir avec le titre, mais pour le coup, soit il est basé à Montpellier. Nous, on est sur Lyon. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas sur la région, il y a des chances. Pour toi, le fait d'être à Paris ou de ne pas être à Paris, de créer une start-up ailleurs qu'à Paris, c'est plutôt un avantage, un inconvénient je pense que ça a à voir, et c'est évidemment clairement un avantage. En fait, ça a à voir parce que dès le premier jour, on n'a pas construit un produit pour des Parisiens. Et en fait, il y a quand même un phénomène de parisianisme où on se dit de parisianisme start-upper. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est ce dont tout le monde a besoin. Donc c'est encore un autre biais de ce auquel il faut faire attention quand on crée un produit, une expérience utilisateur. Et nous, dès le premier jour, en fait, on avait des gens à Montpellier qui utilisaient le produit et qui disaient non mais les gars, ça marche pas comme ça chez nous, et donc ça nous forçait à nous adapter. Donc ça c'est d'un point de vue produit, d'un point de vue de l'expérience utilisateur. Au sens large. Et après, dans notre entreprise, le gros avantage qu'on a eu, c'est qu'on était décentralisé dès le premier jour. Donc ça nous a forcé à avoir un mode de travail, des outils de communication qui n'étaient pas dans un bureau à un endroit. Donc quand on a commencé il y a 5 ans, les entreprises totalement en télétravail, c'était pas monnaie courante. Mais à l'époque, nous, toute notre communication était déjà organisée autour de Slack. Je ne vous cache pas que maintenant, 700 personnes sur Slack, c'est un joyeux bordel. Donc on a d'autres challenges qu'il faut qu'on résolve. Mais on a une ADN qui est par défaut très décentralisée. On a eu dès le début beaucoup de gens qui étaient en remote dans l'équipe tech. Et donc on a aussi fait très attention, mais on pourrait encore s'améliorer là-dessus, à pas dire il y a les gens de Paris ou les gens de Montpellier et le reste du monde, mais de vraiment à chaque fois penser... en fonction de la géographie de chacun, quelle est la meilleure approche pour telle communication, tel événement, etc. Je pense que ça a été un vrai avantage. Et pour vous qui démarrez aussi, l'écosystème parisien, il est très riche. Lyonnais aussi, hein, vous n'avez rien à envier, mais il est aussi beaucoup plus compétitif. Ce qui veut dire que l'accès au financement, que ce soit privé ou public, il est beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'il y a un vrai avantage à sortir de cet océan rouge des startups parisiennes. Et vous n'êtes que à 2 heures de Paris, donc vous n'êtes pas non plus au bout du monde en étant à Lyon. Donc c'est juste, et c'est pareil pour Montpellier, hein, c'est juste le meilleur des deux mondes en fait. C'est-à-dire que vous avez accès à tout ce qui se passe dans votre région sans pour autant être isolé de l'activité parisienne. Donc aujourd'hui, j'ai zéro doute sur le fait que c'est une vraie force. Et dans l'écosystème du Next 40 ou du French Tech 120, il y a très très peu d'entreprises qui sont pas parisiennes. Et ça nous permet aussi d'avoir encore plus de visibilité grâce à ça. Parce qu'on est malheureusement pour l'instant une exception dans tous ces succès francophones. T'inquiète, on arrive tous. Hein. On est pile à l'heure. Ouais, on est pile à l'heure. Merci beaucoup Avec pour grand ton plaisir. temps. Merci pour tout ça. Vous avez entendu, il vous attend, donc vous pouvez aller, Ouais, aller me le sautez voir. pas dessus non plus, mais email, Twitter, LinkedIn, dans Café aussi. Ici, avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir tenu le coup. On a perdu quelques soldats au passage, Mais c'est la concurrence de la salle d'à côté avec la musique. C'était difficile de lutter. Super. Merci à tous. Merci. Et bon courage.